Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être là, merci à l'Académie du Climat de nous accueillir dans ces salles prestigieuses. Moi je suis Charlotte Meruès, directrice de l'association Cœur de Forêt. C'est la première fois qu'on fait ce type d'événement, on ne parle pas forcément directement de nos projets, mais plus spécifiquement d'une réflexion qu'on peut avoir sur la philanthropie et la mesure d'impact. Cœur de Forêt emmène depuis 20 ans des projets à l'international, en Bolivie, en Indonésie, à Madagascar, avec pour enjeu de préserver les forêts et d'accompagner les populations locales en leur donnant des moyens et des outils pour lutter contre la déforestation. Et depuis 2017, on a aussi lancé des actions en France pour préserver les forêts françaises. On a un bilan qu'on pourrait caractériser autour du nombre d'arbres plantés. On a planté plus de 3 millions d'arbres, en comprenant plus de 200 espèces différentes. On a accompagné plus de 50 000 bénéficiaires. On pourrait avoir une liste d'indicateurs de plus en plus longue, mais finalement on s'aperçoit que c'est jamais simple de simplifier au maximum l'impact de nos projets. Et donc on se pose des questions, comment arriver à montrer l'impact de nos projets, quels sont ces impacts, comment on peut les mesurer, est-ce que ça sert à quelque chose de les mesurer, et finalement quel est le rôle du mécène et de la philanthropie aussi dans ces projets de préservation des forêts. On va répondre à ces deux questions, ces multiples questions sur ces deux prochaines tables rondes. Et j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous 4 intervenants qui ont donc accepté de participer à ces questions. Cette première table ronde, elle sera vraiment plutôt axée sur l'impact des projets. Donc on va parler de projets d'impact et de mécanismes de financement. Et la deuxième partie de la table ronde sera plutôt dédiée aux mécènes, à la philanthropie. Comment la philanthropie intègre les modèles économiques de demain. Pour commencer, je vais présenter nos intervenants. Je vais commencer par Alain. Alain Kersanti, tu es économiste et chercheur au CIRAD. Tu travailles sur les instruments économiques des politiques publiques, en particulier sur les forêts africaines. Tu nous apporteras ton regard sur les mécanismes de compensation carbone et autres instruments économiques utilisés pour réduire la déforestation. Anthony Cheval, tu es coordinateur terrain du projet Cœur de Forêt dans le Sud-Ouest. Depuis 2018, tu pourras aussi nous présenter les impacts que nous cherchons à atteindre, l'intérêt ou non d'une mesure d'impact et les moyens qu'il faut mettre en place pour les mesurer. Jonathan, tu es responsable du programme environnement du Fonds Anyama et cofondateur de la communauté Aux Fortrises. Tu interviens ici pour témoigner des attentes d'Anyama en termes de mesures d'impact et de la stratégie que vous avez mise en place pour appuyer les porteurs de projets pour préserver les forêts françaises. Et Marine, enfin, tu es responsable du programme Plant for Life de la Fondation Yves Rocher et tu viens témoigner du fonctionnement du Fonds pour l'arbre que vous avez co-construit pour aller justement au-delà de la plantation d'arbres et soutenir une animation territoriale en faveur des haies en France. Donc, merci d'avoir accepté ce dialogue et on va commencer par introduire des propos sur justement le coup de projecteur qui a été mis depuis quelques années sur les forêts françaises, sur son rôle de puits de carbone. Avec les accords de Paris et la COP21, la forêt a pris vraiment un accent très fort sur son rôle de puits de carbone et on peut se poser des questions par rapport à son impact. Ce sont aujourd'hui plusieurs centaines de millions d'euros qui sont investis chaque année en France, avec beaucoup de critiques, on en parlera, mais aussi on sent une certaine volonté de la part des acteurs de faire évoluer les pratiques et d'y intégrer des indicateurs sociaux et de la biodiversité. On parle notamment de labels ou de futurs crédits comme crédit biodiversité, paiement pour services écosystémiques, solutions fondées sur la nature. Alain, on va avoir ton aide pour nous éclaircir un petit peu tous ces mécanismes et peut-être nous donner des informations sur est-ce que ces mécanismes vont réussir ou non à garantir un impact positif sur les forêts. Grande question. Merci Charlotte. Alors, les instruments, ils sont ce qu'on en fait, bien évidemment. Alors, on parle de philanthropie, donc là, je vais vous parler de mécanismes financiers qui ne sont pas forcément liés à la philanthropie. Quand on parle, par exemple, de crédit carbone, il s'agit d'une activité qui est tout sauf une activité philanthropique, puisque la plupart du temps, c'est un moyen de financement des projets, et l'économie du carbone, l'économie de la vente des crédits carbone, est une économie qui génère plusieurs milliards de chiffres d'affaires, avec énormément
disons, d'intermédiaires, de traders, de certificateurs, etc. Bon, ce sont des machines d'ailleurs à consommer de l'expertise, hein. C'est un des reproches qu'on peut leur faire. Alors, ces crédits carbone, effectivement, ils sont aujourd'hui associés aux forêts, disons, ce qu'on appelle les crédits carbone du marché volontaire pour à peu près la moitié d'entre eux. C'est-à-dire que vous avez globalement, vous avez deux blocs, vous avez des crédits carbone qui viennent de projets dans le monde de l'énergie, au sens large, et vous avez des projets carbone qui viennent dans le monde de l'usage des terres et essentiellement de la forêt quand même. Et dedans, vous avez au niveau mondial, vous avez plutôt la moitié, 80% pardon, 80% des projets forestiers, des crédits carbone forestiers qui viennent de projets qu'on appelle de déforestation évitée, c'est-à-dire que ce sont des projets qui sont censés éviter une déforestation qui serait advenue dans un scénario hypothétique qui est proposé par les porteurs de projets, qui dit si nous ne faisions pas le projet, voilà ce qui va se passer en termes de déforestation. Vous voyez tout de suite le problème, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on pourra en parler pendant des heures, mais c'est ce qu'on appelle un scénario contrefactuel, il est invérifiable, et bien évidemment, comme il est invérifiable, il est manipulable. Et vous avez certainement entendu parler de toute une série de papiers, enfin un certain nombre d'entre vous en tout cas, qui sont sortis dans la presse, dans le Guardian, dans des parties scientifiques, dans Science, etc., qui justement épinglaient ces projets pour expliquer qu'il y avait une surestimation très importante, des menaces qui pesaient sur les forêts, et donc des générations de crédits carbone qui ne correspondaient à rien, en fait, qui ne correspondaient pas à des réelles protections, à des réelles réductions d'émissions. Et ça, c'est effectivement un problème en termes d'intégrité environnementale. Alors, ce qui est compliqué, c'est que du point de vue des porteurs de projets, disons que c'est tout à fait intéressant, parce que si vous vendez des crédits carbone, vous financez vos projets. Et les projets ne sont pas forcément mauvais, hein. Les projets peuvent être des projets qui apportent des choses tout à fait utiles aux communautés locales, du point de vue de la biodiversité, etc. Mais ce que ces projets mettent en marché, des crédits carbone qui sont en fait ce qu'on appelle la compensation, eh bien, ça sert derrière à un certain nombre d'entreprises de se prétendre notre carbone, de prétendre que leurs produits sont notre carbone, d'expliquer aux consommateurs qui vont consommer ces produits, que ce soit de l'avion, des croisières ou des capsules de café, qu'il n'y a aucun problème, ils peuvent le faire, leur consommation n'aura aucun impact sur le climat, ce qu'il faut. Voilà. Et par ailleurs, de toute façon, il y a un problème beaucoup plus général, c'est un problème, je dirais, de ce qu'on peut appeler de non-permanence, c'est-à-dire que la particularité du carbone du vivant, c'est-à-dire du carbone forestier et du carbone des sols ou de la terre, c'est qu'à un moment donné, ce carbone qui est stocké va ressortir tôt ou tard. Or, pour vraiment compenser des émissions, il faudrait que ce carbone soit quasiment stocké quasi perpétuellement, au moins pendant des siècles et des siècles. Bon, et ça, c'est effectivement un problème, c'est un problème absolument majeur qu'on ne peut pas résoudre. Donc on est avec un petit peu ce compromis. D'un côté, ces projets peuvent faire des choses utiles et apporter des financements. D'un autre côté, ils vendent du vent. Et donc on est devant un problème un peu spécifique qui n'est pas facile à résoudre. Merci. Et tu parlais justement de mécanismes de compensation et de neutralité. Une des avancées majeures de ces derniers mois, c'est qu'on a changé un peu de champ lexical. On ne parle plus de compensation carbone, mais de contribution à la neutralité carbone aussi. Ce qui fait qu'on a de moins en moins justement ce mécanisme de 1 moins 1 égale 0, donc c'est plutôt positif. Et nous, chez Cœur de Forêt, on y voit aussi une occasion pour intégrer plus de philanthropie dans les schémas des entreprises pour pouvoir leur permettre de contribuer à des projets plus holistiques. Est-ce que, à ton sens, la philanthropie peut justement s'intégrer dans ces méthodologies ? Est-ce qu'il y a justement des équilibres qui peuvent se mettre en place ? Oui, alors la contribution, effectivement, ça fait longtemps que beaucoup de personnes, ça a commencé par Carbone 4 d'ailleurs, qui a expliqué qu'il fallait arrêter de parler de compensation, parler de contribution, parce qu'on ne pouvait absolument pas garantir la compensation. Et aujourd'hui, y compris sur ce marché des crédits carbone volontaires, il y a des entreprises qui expliquent qu'elles achètent des crédits carbone, mais qu'elles ne se dispensent pas pour autant de faire tout le trajet d'évitement, de réduction de leurs émissions dans leur périmètre, éventuellement avec leurs sous-traitants, et que c'est uniquement au bout de la chaîne qu'elles font de la compensation, tout en disant qu'elles achètent des crédits carbone, mais elles le font dans une optique de contribution, en disant qu'on fait notre boulot d'abord. Alors toutes ne le font pas. Un certain nombre d'entreprises, c'est un peu le problème de ces crédits carbone, disons, ne changent pas leur pratique, et simplement décident de compenser complètement leurs émissions sans changer leur pratique avec ces fameux. Donc là, on est devant effectivement le pire.
Maintenant, il y a effectivement d'autres choses, des entreprises qui ont d'autres types de pratiques. Alors, la question de la philanthropie, alors est-ce que la philanthropie a besoin de ces instruments? Bon, la philanthropie, a priori, ça va investir, mais il peut être intéressant de mesurer son impact, voire il n'est pas inintéressant de pouvoir monétiser l'impact éventuellement, d'une certaine manière. Alors, on va lancer sur la question des crédits biodiversité, ou plutôt des certificats biodiversité, parce que précisément, nous sommes un certain nombre à dire si on commence à avoir des preuves d'impact positif sur la biodiversité à travers quelque chose qui serait des contributions, qui ne serait pas de la compensation, il faut parler de certificat, parce que qui dit crédit dit débit. Hein, donc si on parle de crédit, on est automatiquement en débit, donc on repart dans l'univers de la compensation. Alors tout ça, ça en est à ses débuts, à son balbutiement, disons, sur ces questions de crédit, certificat de biodiversité. Une des questions, c'est de savoir si il faut découper les services écosystémiques en tranches, c'est-à-dire si, en fait, ce qui nous intéresse, c'est les changements de pratiques, que les acteurs de terrain modifient leurs pratiques, ou qu'ils conservent des pratiques qui sont déjà vertueuses, et qui ne sont pas sûrs de garder. Et donc à partir de là, une pratique, ça va avoir un impact, généralement, on va sélectionner les pratiques, on va penser aux pratiques positives, sur à la fois le climat, le carbone, sur la qualité des sols, sur la biodiversité, sur la qualité de l'eau, et puis il va y avoir des impacts sociaux. Donc la grande discussion est de savoir si, à partir du moment où on abandonne la fiction de la compensation, donc que les crédits carbone deviennent des contributions carbone d'une certaine manière, et qu'il y a de l'autre côté, faut-il avoir, disons, d'une certaine manière, des crédits carbone ou des certificats de carbone, des crédits ou des certificats de biodiversité, des crédits, certificats à qualité de l'eau, ou est-ce qu'il ne faut pas dire, eh bien, à ce moment-là, on a une classe unique d'unité, qui est la contribution, qui est une mesure de l'impact, qui est une preuve d'impact, et qui serait une sorte de certificat, je dirais, d'impact positif sur la nature, englobant toute une série de services écosystémiques, parce que ce qui est important sont les pratiques. Et la pratique, elle agit sur un ensemble, simultanément, de services écosystémiques. Alors évidemment, du côté des porteurs de projets, et j'étais encore la semaine dernière dans une réunion à Paris, avec une personne d'une très grosse coopérative française qui dit « mais non, il faut absolument découper en tranches ». Parce que oui, c'est bien, parce que ça veut dire que pour le même projet, on gagne 4 fois, c'est-à-dire on vend 4 fois la même chose, pour une seule pratique, etc. Alors on comprend le point de vue des porteurs de projets, maintenant on voit aussi qu'il est plus important de rester dans les logiques des écosystèmes. Et surtout, il ne faut jamais oublier que l'argent est rare et que donc, si un projet est plus malin et qu'il touche 4 fois, il touche déjà 4 fois pour faire la même chose, ça retire de l'argent à d'autres projets qui arriveraient plus tard et n'auraient pas la possibilité de faire ça. Donc, on est sur des problèmes à la fois d'efficacité et d'équité. Merci beaucoup. C'est vrai que Timekeeper. Il est bavard et c'est toujours passionnant. Je trouve aussi que l'idée de la compensation, et c'est ce qu'on a porté comme message avec la communauté All for Trees, est toujours très réducteur. Et on a aussi un autre terme qui est réducteur, qui est la plantation d'arbres. Et ça, on le voit toujours, malheureusement en France, dans les annonces gouvernementales. Et je me suis amusée un petit peu à lister les dernières annonces du gouvernement, qui nous a promis 50 millions d'arbres en 2021 pour reboiser la forêt française, 1 milliard d'arbres d'ici 2032 aussi, pour reboiser. Et en septembre dernier, je pense que vous n'avez pas manqué la déclaration du président Macron pour que tous les 6e aient planté un arbre. Donc on sent bien que c'est effectivement une formule de communication qui marche. Et malheureusement, c'est aussi quelque chose qui va masquer les enjeux et la complexité de la préservation des forêts françaises. Nous, on pense que la plantation d'arbres en France, elle n'est pas du tout la solution qui est principale. Et on a vraiment d'autres enjeux aujourd'hui pour apporter une résilience aux forêts françaises. Je me tourne vers toi, Anthony, parce que je pense que tu es le plus à même de témoigner de ce qu'on fait sur le projet et comment justement on accompagne les propriétaires de petites forêts à accompagner et à préserver leurs forêts. Oui, merci. Témoigner, c'est une chose, parler en public, c'en est une autre, et du coup, je vous demande un peu d'indulgence, parce que c'est pas forcément partie du métier. En 2017, je pense que quand tu rencontrais mon collègue Abel pour la première fois, c'était directement déjà sur la table, à savoir comment est-ce qu'une association comme Cœur de Forêt pouvait apporter sur nos territoires ruraux, le Lot en particulier, où on a commencé à expérimenter, pouvait apporter vraiment des solutions, des réponses aux questions que se posaient les propriétaires forestiers, les acteurs forestiers et les territoires en termes par rapport à leurs besoins.
Donc il a fallu déjà partager plusieurs constats au départ qui étaient importants. Le premier, c'est que la forêt, sur un département comme le Lot, depuis 100 ans, elle ne fait qu'évoluer toute seule, sans qu'on ait besoin de planter, du fait de la déprise agricole. Ça, c'est déjà un premier constat qui est important. Le deuxième, c'est qu'au jeu des héritages et des transactions immobilières, la propriété forestière s'est morcelée. Aujourd'hui, on a 66 000 propriétaires forestiers sur un département, comme le Lot. Ça veut dire que 9 fois sur 10, quand vous êtes dans une forêt, vous êtes chez quelqu'un. Ça veut dire que 9 fois sur 10, quand vous râlez après une phrase, il y a un propriétaire derrière qui a dit oui. Et donc, comment on sensibilise ces gens-là? Le troisième constat qu'on avait fait aussi, c'était de voir que sur notre territoire, on avait des acteurs extrêmement compétents et experts sur plusieurs domaines, la foresterie, l'écologie, la biodiversité, des débardeurs à cheval, des bûcherons très qualifiés, mais qui avaient beaucoup de mal à rentrer en contact finalement avec ces propriétaires privés. Et en dernier lieu, on voyait, au niveau politique, il y avait des attentes des élus, parce que le territoire en avait besoin. Du coup, on s'est dit, plutôt que de planter des arbres, comment faire pour éviter d'en couper mal, ou s'il faut en couper, de les couper bien. Et pour ça, parce que les solutions techniques, elles existent, ça s'appelle la sylviculture irrégulière, à couvert continu, tout le monde sait faire. Ce qui est très dur, c'est d'arriver à mettre ça en œuvre sur des territoires comme le nôtre. Donc on s'est tous transformés en vers de terre, en se disant, en fait, on n'a rien à apprendre, il faut juste qu'on mette en lien les différentes personnes sur un territoire pour créer un terreau favorable à ce que cette sylviculture puisse se mettre en place et à ce que des filières éthiques, locales, durables, qui préservent les mieux mais qui répondent à nos besoins aujourd'hui puissent se développer. Et aujourd'hui, j'ai 4 personnes avec moi qui sont sur le terrain, qui se partagent un territoire, qui vont accompagner des propriétaires dans les nouvelles relations qu'ils vont avoir avec leur forêt, qui vont aussi avoir pour objectif d'identifier et réseauter les personnes sur le territoire qui sont capables d'apporter des solutions techniques, pragmatiques, neutres aussi, on y tient beaucoup, on pourra en parler plus tard, aux propriétaires. Et d'avoir aussi, d'être à l'écoute des besoins sur le territoire. Je dis souvent qu'ils ont un pied dans un projet de famille, c'est de la sociologie, ils ont un pied sur un écosystème naturel qu'ils doivent amener à préserver dans leur fonctionnalité, et ils ont une oreille dans la filière. Donc vraiment, ça c'est je pense, l'originalité du projet, c'est que déjà les impacts recherchés s'évaluent à 3 niveaux, à une échelle vraiment très fine, l'échelle technique du milieu naturel, comment on le fait, on le préserve, voire on l'améliore dans sa fonctionnalité. Quand on dézoome à l'échelle de la propriété, comment est-ce qu'on amène des propriétaires forestiers à se recréer une nouvelle culture forestière qui leur est propre, qui est moderne, qui répond aux enjeux d'aujourd'hui, et qu'ils auront envie de transmettre. Et comment, à la fin, est-ce que sur un territoire, quand on dézoome encore, comment on aide à organiser tout ça pour que ça puisse se mettre en œuvre. Même si mes collègues sont ultra compétents, le but c'est pas de faire à la place d'eux, c'était vraiment de faire faire aux gens du territoire pour qu'ils soient de plus en plus autonomes. Et par rapport à ces trois notions d'impact, qu'est-ce que justement on va mesurer si on ne mesure pas l'arbre? Est-ce que tu as des indicateurs justement qui peuvent donner aussi des exemples de ce qu'on mesure? Pour la première échelle, celle des milieux naturels, là on appuie à la recherche, il y a des protocoles qui sont établis, qui sont plus établis sur des milieux naturels protégés, mais qui pourraient se appliquer sur cette petite propriété forestière. Nous, quand on décrit une forêt chez un propriétaire, on va décrire un certain nombre d'indicateurs, la composition, combien il y a d'essence, est-ce qu'elles sont adaptées, est-ce qu'il y a toutes les strates qu'on attendrait. On fait un indice de biodiversité potentielle, et tout ça on va pouvoir le remesurer dans des pas de temps qui sont longs. C'est chronophage, ça demande une expertise, mais c'est possible. Quand on est à l'échelle de la propriété, là, c'est un autre domaine de compétence, c'est de la sociologie. Donc on fait des enquêtes auprès des gens pour savoir déjà quelles étaient leurs motivations quand ils sont arrivés dans le projet. Et on a essayé l'année dernière de refaire cette même enquête 1 an après, et puis avec plusieurs rencontres, on voit que ça change déjà, que ça évolue. Donc les gens avancent dans leur rapport qu'ils ont avec la forêt. Et ça, on va pouvoir le mesurer aussi sur des pas de temps différents. À l'échelle d'un territoire, on va pouvoir regarder des flux, des bois qui transitent de forêts de propriétaires à des filières qu'on aurait identifiées. On va pouvoir voir si le réseau d'acteurs se densifie aussi. C'est extrêmement long, ça demande beaucoup de compétences et des compétences variées. C'est chronophage. Par contre, ça a vraiment 4 avantages sur le projet. C'est indispensable. D'une part, parce que ça nous permet de nous améliorer. Si on observe en mesurant ces indicateurs, qu'il y en a certains sur lesquels on a fait des erreurs et on essaie de ne pas la refaire, ça va nous permettre de rendre des comptes, par exemple, aux mécènes parmi vous qui peuvent nous financer aussi. Et il y a 2 points qui sont ultra importants pour moi aussi, c'est que ça va nous permettre de nous contrôler. Je vous ai dit qu'on veut faire des filières locales, on veut valoriser du bois localement, en même temps préserver des écosystèmes. Il n'y a rien qui prouve qu'à un moment, on ne va pas aller récolter trop de bois dans la forêt,
par rapport au milieu, mais pour répondre à notre objectif à l'échelle de la filière. Et enfin, au fur et à mesure, sur un territoire comme le Lot, la Dordogne, qui sont finalement des territoires qui sont un peu oubliés en termes de recherche, ben, plus on va faire de mesures sur ces territoires, mieux on va les connaître. Et je suis convaincu que plus on connaît un territoire, plus on a les clés pour le protéger. Et plus on a envie de le protéger aussi. Merci Anthony. Et on comprend bien avec ton approche l'intérêt d'avoir cette approche holistique, territoriale, pour faire vivre ces forêts et toute la relation qu'on peut avoir avec ces familles françaises. On a un Français sur 20 qui a une forêt aujourd'hui en France, et donc c'est un vrai intérêt général de travailler sur cette résilience. Et c'est pas toujours évident de trouver des mécènes qui ont cette approche-là. On a la chance depuis cette année d'avoir un mécène qui justement a cette approche holistique. Et donc je vais transmettre un peu la parole à Jonathan qui va aussi nous expliquer le rôle de la Fondation Anyama. C'est vrai que vous avez pris un chemin, une stratégie qui est assez notable. Est-ce que tu peux nous transmettre la vision, le positionnement que vous avez choisi? Est-ce que pour vous l'impact est important? Comment est-ce que vous avez justement mis en place une nouvelle stratégie sur la forêt française? Merci beaucoup Charlotte. Je suis ravi de reprendre ce dialogue de l'impact sur lequel on a beaucoup travaillé avec le Fortuit tous ensemble et de le prendre avec notre casquette maintenant du côté mécène. Peut-être revenir sur la définition de l'impact, on parle beaucoup de ce mot et ça peut être un mot qui dit tout et rien aujourd'hui, mais en fait c'est mesurer les effets et qui soient à la fois positifs ou négatifs d'un changement de pratique, comme le disait Alain. Alors, on cherche souvent à mesurer le positif, beaucoup moins le négatif, parce que c'est plus difficile à imaginer. Alors là-dessus, on est plutôt de l'analyse de risque, on essaie de réfléchir. Et après, la question, c'est de se poser, à l'échelle d'un mécène, qu'est-ce qu'on recherche? Alors, Anyama, sa particularité, c'est un fonds de dotation familiale qui a été créé récemment, il y a à peu près 2 ans, et dont une des thématiques principales, c'est la préservation des forêts françaises. Et on a beaucoup de chance de pouvoir travailler d'une façon innovante sur ce sujet-là, en se posant la question de quel impact, nous, en tant que fonds de dotation, on cherche à avoir sur ce sujet-là. Et donc, une de nos responsabilités, pour se poser cette question, c'est quoi notre responsabilité? C'est de bien comprendre le sujet, comprendre sa complexité. Donc, d'essayer de chercher une approche, on va dire, systémique, comprendre les causes, les conséquences, des transformations qu'il peut y avoir sur ce secteur et de poser une vision stratégique. Alors si on parle dans le jargon, on va essayer de poser une théorie du changement et de se dire, si on veut traiter la question de la problématique forêt française, il faut travailler à la fois au niveau de la propriété privée par exemple, mais aussi à la fois sur la filière, à la fois sur la consommation de bois. Il faut regarder le sujet de manière très large. Ça, c'est notre première responsabilité, comprendre. Donc ça demande aussi des compétences, des capacités, d'échanger avec les acteurs sur le terrain pour essayer de comprendre comment travailler ce sujet complexe. Ensuite, c'est choisir, sélectionner, trouver les bons partenaires qui apportent des réponses. Il n'y aura jamais une seule structure, un seul projet qui va pouvoir répondre à toutes les dimensions de cette thématique. Alors nous, on a fait un choix de dire il nous faut ces structures comme Cœur de Forêt qui agissent sur le terrain, qui innovent, qui trouvent des réponses aux propriétaires, aux questions de filière. Il faut d'autres structures qu'on entend souvent dans le débat public, par exemple Canopée, qui vont faire du plaidoyer, d'autres qui vont faire de la formation de propriétaires, de gestionnaires forestiers, d'autres qui vont essayer d'innover dans les modèles. Donc on va essayer de sélectionner des acteurs qui vont apporter à leur niveau une brique de réponse. Et alors après, sur la question de l'impact, est-ce que la question c'est de se dire, le rôle d'un mécène c'est de financer. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Alain, la philanthropie, et on a eu encore les chiffres hier lors de la soirée du 1% for the Planet. La philanthropie environnementale, c'est à peu près 9%. Il y a de plus en plus de financement, mais ça reste quand même limité. On ne pourra pas tout couvrir, et donc il faut réfléchir stratégique. On ne peut pas tout financer, donc on cherche les effets leviers. À notre niveau, venant aussi du secteur associatif, d'avoir travaillé sur le développement de projets, on se dit peut-être que le levier n'est pas tant de financer l'action de terrain, mais d'aider les structures à se structurer, à se développer. Pourquoi? Parce qu'une association qui se développe peut innover, une association qui se structure peut gagner en efficacité sur son intervention. Et parfois, l'impact, nous, on ne va pas chercher à le mesurer et à se l'attribuer surtout au niveau du projet, mais de se dire comment on va pouvoir aider la structure à s'améliorer et améliorer la capacité de son projet. Et ça, c'est une valeur forte des fondateurs du fonds de dotation Anyama, c'est aider celles et ceux qui agissent pour le vivant. Donc, déjà, on se met dans cette logique-là. Et après, l'impact, c'est un outil. Et cet outil-là, est-ce qu'il est essentiel à notre niveau? Alors, il y a 2 niveaux, je dirais.
il y a le niveau du projet. Est-ce que pour le porteur de projet, c'est essentiel pour comprendre, comme tu le disais Anthony, est-ce qu'on a une bonne approche, est-ce qu'on ne fait pas, on n'a pas des erreurs dans le mode d'intervention. Donc ça, c'est peut-être un outil, on va dire, d'amélioration, de dialogue. C'est pas forcément, ça peut être un outil de contrôle, mais dans notre cas, par exemple, on ne cherche pas à contrôler les projets à ce niveau-là, mais de se dire, si ça vous intéresse, nous, on est prêt à financer le développement de votre méthodologie et aussi le suivi de l'impact. Mais je pense aussi que ce n'est pas nécessaire dans tous les cas et sur tous les projets. Maintenant, la question aussi, c'est quel est notre impact, nous, en tant que fonds de dotation qui finançons des projets et accompagnons les structures. Et là, c'est un autre niveau. On va chercher à comprendre l'effet levier qu'on a sur la structure. Par exemple, ça nous arrive parfois de renforcer les stratégies de développement d'une organisation. Est-ce qu'on a aidé à trouver plus de financement, à avoir plus de RH pour mener de mieux en mieux leurs projets? Est-ce qu'on les aide à être plus efficaces sur le terrain? Et là, ça, c'est notre responsabilité. Et là, pour le coup, pour l'évaluer, on demande aux porteurs de projet de nous évaluer. On met en place des enquêtes et on l'espère d'ici 3, 4, 5 ans, parce que ça prend du temps, faire des enquêtes externes et évaluer l'impact à la fois financier et d'accompagnement qu'on aura pu avoir sur les structures. Ça paraît simple dit comme ça, mais c'est vrai que soutenir une association sur autre chose que du projet, c'est quand même encore quelque chose qui est très novateur. Et d'autant plus, la seconde approche que vous avez, c'est au-delà de l'impact individuel lié à une structure ou à son projet, vous faites un travail pour secouer un petit peu les acteurs aujourd'hui de la forêt française pour qu'ils travaillent ensemble et pour qu'il y ait un effet collectif pour augmenter l'impact. Ça, je trouve que justement, c'est quelque chose qui est intéressant aussi à signaler. Et ça ne doit pas être non plus facile de faire travailler des acteurs entre eux. Déjà, on est tous la tête dans le guidon, donc c'est pas évident. Comment est-ce que vous arrivez à le faire bouger et comment tu vois l'impact de ce qui va se passer derrière? Alors, on va essayer. Après, il y a l'expérience qu'on entendra Marine tout à l'heure du Fonds pour l'Art. Il y a plein d'initiatives qui... il y a le Fortwiz aussi, qui a été un bon laboratoire sur ce sujet-là, c'est de se dire, ok, je reprends la stratégie d'Anyama sur le programme Forêt, finalement, comment je regarde l'ensemble des acteurs avec lesquels je travaille, nos partenaires, pour moi c'est un portefeuille. Ils ont tous leur rôle, et l'idée c'est de se dire comment maintenant on peut arriver à les mettre en synergie. Et plus que ça, en fait, en face, vous avez des personnes ultra compétentes, expertes, des personnes comme Anthony qui sont plus proches des réalités du terrain, on a des gestionnaires forestiers, on a des gens qui ont une vraie expertise, on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à les amener à réfléchir à un plan d'action stratégique à l'échelle de la France, comment, dans 5 ou 10 ans, on arrive à faire passer des innovations à l'échelle, à agir. Et là, l'idée, notre rôle, c'est d'essayer d'impulser ça, mais aussi de soutenir, finalement, s'il y a cette vocation. On travaille notamment avec la Fondation de France sur toute une phase de préparation, d'identification, à voir si, d'un côté, il y a des mécènes qui seraient intéressés à travailler comme ça, et de l'autre côté, si les porteurs de projets sont aussi intéressés à agir au-delà même de leur organisation, à des innovations qu'il faudrait mettre en place, qu'une structure ne peut pas forcément porter, mais peut-être qu'un collectif, ou peut-être créer même des structures ad hoc pour porter des solutions. Alors ça prend du temps, et donc il faut aussi payer ce que moi j'appelle l'ingénierie de coopération. Ça veut dire toute l'animation, toute la structuration, faire en sorte qu'on nous sorte tous de la tête de l'eau et qu'on nous réunisse et qu'on nous permette d'avancer. Donc ça, c'est aussi très important. C'est jamais évident de faire travailler tout le monde en même temps, de trouver des solutions et de les opérationnaliser. Donc, quelle est notre théorie du changement derrière ça? C'est que finalement, on peut avoir un autre impact avec des ambitions beaucoup plus hautes et peut-être des innovations qui aujourd'hui sont là en termes d'idées, mais ne sont pas opérationnelles parce que chaque structure, dans son rôle, a aussi ses priorités, a aussi ses contraintes. Donc on va essayer, c'est pas dit que ça se fasse, on va dire que les indicateurs sont mauvais, on peut les confirmer encore dans notre première phase, mais pourquoi pas imaginer d'autres façons de faire, et là l'impact on le cherche à différents niveaux, c'est est-ce qu'on arrive à générer des synergies et des innovations qui vont répondre encore plus à cette problématique de préservation des forêts françaises. Et pour compléter, je pense qu'il y a aussi toute une synergie qu'on voit de plus en plus venir de la part de tous les mécènes, de se réunir pour apporter une réponse collective. C'est-à-dire que les porteurs de projets vont se réunir aussi pour avoir cette vision, cette cohérence par rapport au territoire, mais les entreprises mécènes, avec leur philanthropie aussi, vont avoir ce rôle-là, et en fait on va faire en sorte qu'on mette en commun toute cette force aussi, et cette finance
des mécènes. L'enjeu des projets aussi associatifs, c'est je pense, un projet assez exemplaire. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr. Ça s'est fait assez naturellement finalement pour nous. Donc, la Fondation du Brochet, c'est un mécène. On est une fondation reconnue d'utilité publique. On existe depuis 30 ans. Et notre levier de l'action, tu l'as cité Jonathan, c'est avant tout notre mécanisme de financement, donc, qui doit s'adapter au maximum aux besoins du terrain, aussi au contexte, aux évolutions du contexte des projets, et venir s'adapter en fait à ce besoin. C'est vrai qu'on on avait ce mécanisme de financement lié à la plantation, mais qui a dû nécessairement évoluer aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une érosion des haies qui continuait. Ça, quand on parle d'impact, je crois que ce qui est important, c'est aussi, on l'a cité, mais j'aimerais bien insister là-dessus, c'est aussi la question de la durée. Nous, en tant que mécènes, avec la fac agroforesterie, ça va faire presque 15 ans qu'on travaille ensemble, et je crois que c'est aussi ça qui a permis de créer cette relation de confiance, de connaissance fine des enjeux du terrain, et d'être capable aussi de se remettre en question et de vérifier en fait que notre mécanisme il était toujours adapté aux besoins. Si on regarde que les impacts de la plantation, on est expert là-dedans. Notre partenaire, donc l'association des arbres champêtres et des agroforesteries, a un réseau d'experts qui est capable d'accompagner massivement la plantation. On est dans plus de 2000 sites en France, on a plus d'une centaine d'opérateurs techniques dans presque de toutes les régions qui viennent accompagner les agriculteurs et les gestionnaires de haies partout. Donc si on regarde uniquement ce paramètre-là, on excelle là-dedans. Après, il faut aussi regarder, je crois, le contexte, et aussi c'est des visites terrain, des interconnaissances, et une relation de confiance qui permet aussi aux porteurs de projet, ce que tu citais, Jonathan, de dire aussi dans l'impact qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et qu'est-ce qui manque aussi à notre programme. Et donc, le besoin de répondre aussi aux causes de cette érosion des haies, qui continue au rythme de 23 500 km tous les ans, on perd 23 500 km de haies. Il y a 10 ans, on était à 11 500 km, donc dans les 10 dernières années, on a doublé le rythme de plantation, donc globalement, la dynamique ne va pas dans le bon sens. Si on met ça en regard de ce qu'on a pu réaliser, on a planté 5 000 km de haies en 12 ans. Donc, quelque part, au niveau de l'impact, comment on peut aller plus loin. Et l'outil qu'on a créé, c'est le Fonds pour l'Arbre, donc avec d'autres mécènes, on s'est réunis. Cet outil, on l'a conçu aussi pour aller plus loin que juste ce mécanisme de financement, un mécène, un porteur de projet. On a voulu faire partager aussi cette expérience-là. Bien sûr, augmenter les financements. Aujourd'hui, on a plus d'1 million d'euros pour augmenter aussi l'action de terrain. Bon, il faudrait bien plus, vu les besoins qu'on a, mais qui rassemble aussi les conditions de succès, qui sont l'engagement dans la durée. On a une charte de mécénat avec aussi la définition de ce qu'on attend d'un mécène, qui n'est pas juste un financeur, qui doit aussi participer à l'action du fonds, se renseigner, la semaine prochaine, on va avec les mécènes sur le terrain, visiter des filières de valorisation, des pépinières, etc., pour bien comprendre en finesse le programme. C'est pas à la carte, moi je veux juste planter, moi je veux juste faire ci ou ça. Donc c'est un pot commun pour essayer d'avoir une forme de synergie entre mécènes et aller plus loin. Et cet outil, finalement, il a permis de créer deux leviers qui, pour nous, qui sont les deux leviers qui permettent de maximiser notre impact. C'est deux échelles d'action. Le national, le soutien structurel à l'association la fac agroforesterie, qui permet de développer leur expertise. On a vraiment une équipe qui est là depuis longtemps, qui peut vraiment être expert et développer des outils métiers. Ces outils qui permettent de répondre du coup à cette problématique d'érosion. L'érosion des haies, aujourd'hui, elle n'est pas que liée à l'image des tracteurs qui arrachent les haies. On n'est plus dans les épisodes de remembrement. Aujourd'hui, c'est des pratiques dégradantes qui ne sont pas forcément exprès, mais qui sont par méconnaissance aussi, qui viennent dégrader la haie et la faire disparaître en quelques années. Donc on a des techniques à remettre au goût du jour de valorisation de ces haies pour aussi les valoriser économiquement et les inscrire dans une valorisation économique. Et le deuxième levier, c'est aussi l'échelon territorial. Donc on soutient des postes en région pour aussi venir faire ruisseler ces connaissances qu'on développe au niveau national et ensuite les transmettre aussi aux partenaires qu'on a au niveau le plus local, qui travaillent avec les agriculteurs, les gestionnaires de haies. Donc c'est ces deux leviers-là, vous voyez qu'on s'est quand même éloigné effectivement de juste l'indicateur de combien d'arbres on plantait,
pour essayer de prendre un petit peu plus de hauteur sur comment on peut aller beaucoup plus loin. Et ce qu'on vise derrière, c'est vraiment l'effet levier dont tu parlais, Jonathan, et que derrière, on vienne s'inscrire en complémentarité des politiques publiques, bien sûr. Et nous, notre facteur de succès, c'est que derrière, ces outils-là, ils soient utilisés dans les politiques publiques. C'est le cas, déjà un facteur de succès avec le pacte pour la haie, qui est sorti récemment là, dans l'actualité. On espère que ces outils-là, ils vont être utilisés pour créer les conditions derrière une pérennisation de ces haies qui vont augmenter massivement dans les prochaines années. Je crois qu'on est peut-être continuerai dans les questions. Merci beaucoup. Et effectivement, on va pouvoir passer aux questions. On a clairement vu qu'on n'avait pas un seul projet qui permettait de préserver les forêts, que c'était vraiment une multitude, une complémentarité, une diversité d'acteurs et de solutions qui vont nous permettre de répondre à ces enjeux complexes. Que pour certains, la mesure d'impact est utile, pour d'autres, elle l'est moins, mais ça, c'est vraiment à chaque acteur de le prouver et de voir son usage, que ça demande de toute façon des moyens, et ça c'est vrai que c'est des choses qu'on fait aussi remonter. Mesurer l'impact, c'est aujourd'hui, c'est le mot que tout le monde a à la bouche, il faut de l'impact, et pour avoir de l'impact, il faut aussi avoir les moyens, le temps, on parle de l'échelle de temps, mais c'est au temps long des forêts, il faut 5, 10, 15 ans, 20 ans pour voir aussi un impact sur la biodiversité, donc on a un peu cette problématique de temps devant nous, et une des choses qu'on voit de plus en plus, c'est l'effet du collectif, et ça c'est vrai que on le perçoit de plus en plus en sortant un peu la tête de l'eau, donc il faut qu'on nous-mêmes on ait un peu cette rigueur-là de pouvoir avancer. Et je crois qu'avec la philanthropie, aujourd'hui on a ces leviers justement qu'on n'avait pas jusqu'à présent, et on espère que ces mécanismes vont entrer progressivement dans les stratégies des entreprises, de la RSE, de leur stratégie bas carbone aussi, donc c'est quelque chose qu'on verra peut-être sur la seconde table ronde. Merci à tous, et je pense qu'on va passer aux questions, si vous en avez, si vous avez besoin d'approfondir un sujet par rapport à ce qui a été dit. C'est le moment de questionner les interlocuteurs, parce qu'on n'a pas de micro pour vous, donc il faudra parler un petit peu plus fort, mais est-ce que certains ont des questions? J'ai une question pour Marie, je ne sais pas si tu as répondu, mais c'est quoi le premier vecteur de dégradation justement des haies? Si vous pouvez reprendre la question. Ouais. Oui, Oui, le premier facteur de dégradation, voilà, c'est ce que je disais, c'est vraiment les pratiques en fait, de gestion avec les outils qui sont utilisés, qui ne sont pas adaptés, en fait, qui vont venir dégrader l'arbre. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le lamier qui va passer, c'est une machine qui vient couper la haie et qui va parfois casser des branches, etc. et venir après derrière dégrader la haie en quelques années. Après, il y a aussi pas mal de haies qui sont aussi laissées à l'abandon, donc dépérissantes, et donc si les animaux viennent viennent abrutir la haie, etc., on ne va pas avoir suffisamment de régénération. Donc c'est pouvoir aussi des pratiques qui vont pouvoir mettre en défend, pas forcément planter, mais juste permettre sa régénération aussi. Aujourd'hui, voilà, on a aussi des pratiques bien sûr d'arrachage, ça on en voit encore, mais il n'y a pas que ça. merci infiniment. Est-ce que vous avez prévu une formation pour les personnes, tout le monde, pour qu'ils apprennent une nouvelle relation au vivant, pas humain? Parce que la plupart des gens qui aujourd'hui se promènent en forêt, ils ont une relation prédatrice et pas du tout une relation d'émerveillement, se sentir faire peur de ce monde à égalité de l'arbre, de la chenille et de n'importe quel. Et surtout, je me promène en forêt, je suis dans un lieu habité où il y a infiniment de relations qui ne cessent pas d'évoluer à chaque instant et que je ne peux pas percevoir. Mais ça, je vous garantis, c'est vraiment un inconnu pour les gens aujourd'hui, la plupart qui se promènent. Ils ne sont pas dans un lieu habité. Vous voyez, ils sont là, soit pour prélever les champignons maintenant, soit pour faire du sport, mais ils ne sont pas dans un lieu vivant, habité. Comment faire? Parce que pour préserver, il faut avoir cet respect-là. Sinon, les haies,
il faut tout le temps avoir quelqu'un qui contrôle. Parce qu'ils vont continuer à passer avec ces machines. Pour eux, c'est du bois. Et le bois, c'est de la matière. Ils n'ont même pas idée qu'une arme, il est vivant, même s'ils le savent. Si on regarde, pour témoigner de ce qu'on observe sur le Lot, quand je dis que la forêt elle appartient à quelqu'un, déjà sur chaque propriétaire est extrêmement différent. Et on a Madame Fage qui est très dans l'énergie des arbres et la sophrologie. On en a d'autres chez qui on n'avait pas cerné ça, mais c'était vraiment cette chose-là qui les attirait. Et alors, nous, à chaque fois, ce qu'on aime bien dans la position, c'est avant tout d'avoir une vue globale aussi. Parce que même si on est dans cette énergie-là, je pense que le menuisier qui va travailler le bois aussi pour refaire une table qu'on pourrait trouver dans un joli bâtiment comme ça, il va la faire continuer aussi. C'est important que les gens, dans leur forêt, ils aient une vue, c'est ce qu'on essaie de leur apporter, une vue globale. Donc ceux qui sont trop dans la production ou dans le loisir, on va leur apporter un peu cet émerveillement aussi du vivant qu'il y a autour. Et ceux qui sont aussi très dans l'émerveillement, on va essayer de leur apporter aussi l'explication de oui, mais si finalement tout le mobilier qu'on a en bois chez nous, on ferme les yeux, on ne veut pas le prélever ici parce qu'on ne veut plus toucher, parce qu'il y a cette énergie, mais qu'on accepte que ce soit fait de l'autre côté de l'Europe. Donc c'est vraiment aujourd'hui, du côté des propriétaires, je pense que les gens n'ont plus envie d'être continuellement jugés. Et nous, on essaie d'avoir cette position-là. Vraiment. Donc, mais l'émerveillement, par contre, là, je vous rejoins. C'est quelque chose que même mes collègues qui sont très techniques dans l'apport de connaissances qu'on fait auprès des propriétaires, il faut apporter la partie un peu de rêve aussi. Ça, c'est indispensable. Juste pour compléter, merci pour ce témoignage, parce que vous incarnez ce que vous dites, mais nous, à la Fondation, entre nous, ce qu'on essaie d'incarner dans le choix de tous nos projets, c'est vraiment ça, c'est tisser des relations fraternelles entre les humains et la nature. Et en fait, là, on parle d'impact, de choses assez utilitaristes peut-être, mais derrière, c'est vraiment ce qu'on essaie de porter, quoi. Et même dans ce que vont développer les agriculteurs avec l'art, se réapproprier aussi leur exploitation agricole, le paysage, ça fait aussi partie de ça, quoi. Oui, être conscient que chaque être, il est unique. Que ce soit un arbre, que ce soit un pousseron, etc. Donc, si je décide de prélever, comme on dit dans l'impressionniste, cet arbre-là, c'est un être vivant qui va disparaître. Ça va avoir un impact immense pour tous les habitants qui dépendent de l'IEC. Donc, si je le prélève, il faut vraiment que je sache pourquoi, qu'est-ce que j'en fais, pas pour faire pour le côté que ça empire notre situation. Ça prend tout son sens d'avoir une scierie, une filière locale, parce qu'on sait où va le bois, et effectivement on fait très attention à l'utilité de ne pas couper des arbres pour couper des arbres, mais que chaque objet, chaque arbre qui soit coupé ait vraiment un usage qui soit précieux, qu'on ne soit pas dans la surconsommation, clairement. Et même l'histoire. Je crois qu'on avait une question aussi de l'autre côté. Accroché au vent, je sache. J'ai la combat un petit peu abîmée en ce moment. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Donc, dans un contexte de dérèglement climatique, et notamment de réchauffement constant du climat, et la France est dans une zone qui va se réchauffer plus vite que d'autres zones sur la Terre. Et une étude récente a apparemment estimé que 80% de la forêt française actuelle est en déclin, pas en termes de superficie, mais en termes de santé de la forêt. Donc, dans vos projets de reboisement, etc., comment vous tenez compte de ça? Qu'est-ce qui vous garantit que tous vos projets, tous vos travaux vont tenir? Alors, voilà. Je peux tous répondre. Déjà, on essaie d'avoir une position très humble par rapport à ça. Parce que ce qu'on observe en fait localement aujourd'hui, c'est parfois différent de ce qu'on nous annonce. Mon collègue nous disait,
Quand on réfléchit à l'échelle du climat, on le réfléchit vraiment à une échelle très grande. Toutes les stations de mesure sont en prairie. Aujourd'hui, dans la forêt, moi je vois des hêtres qui poussent sous les châtaigniers qui sont en train de mourir. Le hêtre, on nous dit, demain, vous n'avez plus de hêtres chez vous. Alors qu'est-ce que je fais quand je dois faire un choix avec les gens? Est-ce que j'enlève ces hêtres-là? Ou est-ce que je me dis, je ne vais pas mettre tous les œufs dans le même panier, et puis vous, propriétaire, en fait, il n'y a personne qui sera là dans 150 ans. Cette forêt, on va la guider, mais on va essayer de faire plusieurs choses différentes. En pensant que l'assemblage de différentes essences, ça va être une meilleure résilience, que le hêtre, même si finalement tout le monde nous dit qu'il ne serait plus là, pour l'instant il y est, on va en emmener un petit peu, et peut-être qu'il aura sa place. Et il y a quelqu'un qui disait récemment, et c'est vrai que nous, ça nous parle aussi, dans un projet de plantation, je mets 30% d'essence qui ne devrait plus être là, 30% d'essence qui pourrait être là demain, et le reste d'essence qu'on voit aujourd'hui autour. Pourquoi pas? Je fais très attention dans les essences qu'on estime devoir être là demain. J'essaie d'être très vigilant, de ne pas faire l'apprenti sorcier non plus. Et je veux m'appuyer aussi sur d'autres choses qu'on observe dans la nature, c'est que les chênes entre eux, par exemple, ils se croisent. Quand vous faites des plantations, vous achetez que des chênes qui ne sont pas croisés, mais ce début de croisement, c'est peut-être un début d'adaptation aussi, donc on va essayer de s'appuyer sur ce qui se régénère tout seul plutôt que l'apport de plans extérieurs. C'est quelques solutions, mais c'est quelque chose qui nous fait réfléchir à chaque fois sur concrètement. Très bien répondu, c'est un peu la problématique sur la haie. Après, là, sur lequel, quand on parle de plantation, sur le plan on mise, c'est plutôt la rusticité du plan et le végétal local. Là aussi, les conditions dans lesquelles en fait, le plan aussi grandit en pépinière, ça va aussi influer sur sa capacité de résilience. Et après, on essaie de tester aussi une nouvelle méthode de régénération naturelle qui, on espère aussi, va rendre le plan plus résilient dans un long terme. Après, c'est ça, je pense qu'il faut être assez humble sur un pas de temps beaucoup plus long. Merci. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci à vous.